Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Dedonnéa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du Conseil de conciliation et d'arbitrage du MR. Vous êtes aussi membre de la commission déontologie de la Chambre. Vous faites partie de ces sages qui donnent un avis sur la gouvernance. Et donc, en plus de cela, vous êtes ancien bourgmestre de la ville de Bruxelles, ancien ministre-président de la région bruxelloise, ministre de la Défense, ministre d'État. Donc vous êtes passé par tous les stades de cette société belge et bruxelloise. Donc vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre sur l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, c'est d'abord la gouvernance, le mandat unique, le décumul intégral. Les écolos le font depuis plusieurs années. Le PS dit on va le faire maintenant et très vite. Qu'est-ce que le MR doit faire? Qu'est-ce que dit le sage du MR à Olivier Chastel? Mais je pense que nous devons bien sûr éviter les incompatibilités. Il est clair que si on est ministre, on ne peut pas en même temps être bourgmestre, ni même bourgmestre en titre, ça me semble quand même une hypocrisie. Par contre, je pense qu'il est normal que des parlementaires puissent encore exercer des fonctions de bourgmestre dans des communes de petite et moyenne importance. Je crois que si on interdit absolument tout cumul, quel qu'il soit, avec des activités mayorales ou cabinales ou privées, aux parlementaires, que l'on va finir avec un parlement de fonctionnaires. Et ça, c'est très, très important. Il faut qu'au Parlement, il y ait des gens qui aient encore un pied dans la vie réelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des parlementaires qui ne font que ça, si c'est leur choix. Bon, bah, bravo, d'accord. Mais je pense qu'il est bon que dans un Parlement, il y ait aussi des gens qui exercent encore un métier d'avocat, à échevin dans une commune de taille moyenne, même bourgmestre. Quelle serait la limite, d'après vous? Là-dessus, on peut discuter longtemps. Je pense que bon, les 5-6 grandes villes du pays, bien sûr... ça n'a pas de sens que Bart de Wever ou Willy de Meyer soient députés, par exemple. Yvan Mayer ne l'était pas. Oui, non, Yvan Mayer ne l'était pas. Moi, je l'ai été. Très franchement, oui. Je l'ai été quand j'étais bourgmestre de Bruxelles. C'était une autre époque, évidemment. Oui. Mais je pense que c'est à chacun de voir dans quelle mesure il peut cumuler les deux fonctions. Moi, je pense que c'est difficile pour le bourgmestre d'une très grande ville de cumuler les deux fonctions. Par contre, je pense que ce serait une erreur d'empêcher le bourgmestre d'une petite commune, même d'une commune de taille moyenne, d'être au Parlement. François parce que ça apporte une expérience. Exemple, député bourgmestre de Molenbeek. Ça n'est quand même pas une des grandes communes du royaume. Donc non, mais on en parle beaucoup. Oui, mais bien sûr, on en parle beaucoup, et pas toujours bien, malheureusement. Mais c'est à elle d'estime, de voir ce qu'elle peut faire en âme et conscience. Je crois qu'il faut aussi laisser aux gens la faculté d'estimer eux-mêmes en âme et conscience ce qu'ils sont prêts à faire. Ce que moi, je refuse, en tout cas, c'est qu'on aille vers des parlements composés uniquement de gens qui ne font que ça, et donc de fonctionnaires entre guillemets. Je pense donc qu'il faut que dans un Parlement, il y ait toutes les catégories sociales doivent y être représentées, en ce compris des gens qui ont encore une activité raisonnable, compatible avec leur activité de parlementaire. Alors, dans votre discussion avec vos autres camarades sages, il y a Melchior Watley senior, il y a une autre libérale comme vous, Jacqueline Herzey, il y en a d'autres, vous êtes 11 en tout, je crois, avec des magistrats. Vous avez dit, OK, le décumul avec certaines dérogations, donc comme vous nous l'avez expliqué, quand même le cumul plafonné à 150% de revenus, quels que soient les types de revenus, et une transparence totale. Oui. Donc, déclarer tous les mandats. Il faut qu'on doit déclarer tous les mandats et le revenu de chaque mandat. Parce qu'un mandat non rémunéré peut quand même apporter une influence qui peut être en conflit d'intérêts avec le rôle de parlementaire. Donc il faut que l'on sache exactement qui fait quoi et ce que chacun fait dans le secteur public et en dehors du secteur public. Cela dit, je ne suis pas pour que l'on doive déclarer les rémunérations dans le secteur privé. Imaginez qu'on s'oblige un avocat, un médecin ou même un chef d'entreprise à divulguer ses rémunérations. Cela poserait des problèmes, notamment par rapport à des collègues, par rapport à d'autres membres de la profession. Donc je pense qu'il faut être prudent avec ça. Je pense qu'autant on doit déclarer ce qu'on fait, autant on doit déclarer tout l'argent que l'on reçoit au départ de fonds publics, autant dans la vie privée, il faut pouvoir garder une vie privée, une vie professionnelle privée, qui doit être déclarée, qui doit être connue, mais dont on ne doit pas nécessairement demander la déclaration obligatoire des revenus. Alors, est-ce qu'on peut faire travailler ses proches? Non. C'est le cas, non. Alors, mais dans quelles conditions? Parce qu'au SAMU social, il y a le frère d'Yvan Mayer, il y a la fille de Laurette Onkeling qui s'est passée par là, mais chaque fois pour des travaux réels, hein, et avec les compétences qui vont avec. Mais quelle est la limite, là? Alors, je pense qu'en tout cas, tout ce qui est travaux fictifs, c'est pénalement répréhensible. Oui. Bon, d'ailleurs, M. Fillon est payé pour le savoir. Oui. Mais je crois aussi que c'est quand même très délicat de demander à des proches de travailler dans son cabinet, de travailler dans des organismes publics sur lesquels on a une tutelle directe ou indirecte.
Voilà, donc je pense qu'il faut essayer d'éviter d'engager ses proches dans quoi que ce soit de public quand on est soi-même une figure publique. Alors, ça ne veut pas dire que dans certains cas, lorsqu'on n'a rien à voir avec un organisme public, que son fils ou sa fille ne puisse pas y travailler. On ne va pas empêcher la fille d'un député ou d'un ministre de devenir fonctionnaire, par exemple. Ce serait absurde. Mais lorsqu'il s'agit d'ASBL communal et qu'on est le bourgmestre de la commune, c'est quand même délicat de faire travailler des parents, des personnes apparentées dans des ASBL communales, je pense. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il faut faire appel à la conscience de chacun, au bon sens de chacun. Pourquoi est-ce qu'il faut écrire des lois pour faire appel au bon sens? Ah, vous savez, oui, c'est dommage qu'on doit faire des lois pour faire appel au bon sens et à la conscience professionnelle pour obliger les gens à avoir des comportements déontologiques. C'est en effet dommage. Il y a un estompement des normes dans notre société. Il y a un estompement des normes. On avait déjà parlé de ça lors d'autres affaires, mais il y a donc un grand estompement des normes en Belgique actuellement. Et pas seulement en Belgique, il y a eu ça également en France, dans des pays voisins. Mais voilà, et disons que ça donne une très mauvaise image à l'opinion publique de la classe politique. Ça fait un énorme dégât. Et certains devront se demander s'ils ne risquent pas de voir leur arriver ce qui est arrivé à certains partis français qui ont été rayés de la carte par les amis de M. Macron. Alors on va parler dans un instant d'Yvan Mayer, du SAMU social, mais d'abord je voudrais vous poser quelques questions sur le MR en tant que tel, puisque vous êtes président du Conseil de conciliation et d'arbitrage au MR, et donc l'affaire de Decker, vous l'avez traitée. Donc vous avez dit, dans le cas d'Armand de Decker, il y a une faute déontologique personnelle. Oui. Alors il devait saisir la Chambre sur son cas. Hein, c'est ce que vous lui aviez demandé. Il a mis du temps à le faire, mais il l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais la commission de déontologie fédérale s'est déclarée non compétente, prétextant que M. de Decker n'était plus membre d'une des deux chambres fédérales. Et donc la demande a été jugée non recevable. Je le déplore vivement parce que je pense qu'un ancien parlementaire fédéral devrait toujours pouvoir demander des avis à cette commission fédérale. Prenons le cas d'un pensionné qui vient d'être pensionné. Et dans l'année qui suit sa pension, on lui fait des reproches. Lui estime être droit dans ses bottes et veut avoir l'avis de cette commission de déontologie. Eh bien, dans l'état actuel de la législation, il ne peut pas demander cet avis. Donc je pense qu'il faudrait en tout cas amender la loi pour préciser clairement que non seulement les membres en exercice, mais également tous les anciens membres de la Chambre et du Sénat peuvent faire appel à cette commission de déontologie fédérale pour recevoir un avis sur un comportement passé pendant qu'ils étaient députés ou sénateurs. Mais vous n'irez pas plus loin au MR pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'inculpation ou tant qu'il n'y a pas de condamnation? Mais vous savez, il y a toujours la présomption d'innocence. Alors, je pense que si M. de Decker est renvoyé devant une juridiction, mais automatiquement, il est démissionnaire. Automatiquement, c'est dans les statuts du parti, dans les chartes déontologiques du parti. Mais donc, voilà, c'est à... Aujourd'hui, on ne lui demande pas de faire un pas de côté du majorat du club, par exemple. Pour le moment, on ne le lui demande pas parce qu'il n'y a pas de renvoi devant une juridiction. Il y a une information judiciaire en cours, mais il n'y a pas de renvoi devant une juridiction. Et moi, je crois quand même que l'on doit respecter la présomption d'innocence dans notre pays. Alors, est-ce qu'on doit respecter la présomption d'innocence dans le cas d'Yvan Mayer? Il n'y a pas non plus de condamnation, et pourtant, lui, il a démissionné. Il a certainement commis une faute déontologique, mais jusqu'à présent, il n'a pas été inculpé de quoi que ce soit. Alors, parlons-en donc d'Yvan Mayer. Philippe Moureau, ce matin, dans La Capitale, dit de lui « Je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui courait après l'argent ». Et vous l'avez bien connu, Yvan Mayer. Vous étiez bourgmestre quand lui a démarré à la tête du CPS. Que pensez-vous de lui? Que pensiez-vous de lui? Mais disons que lorsque j'étais bourgmestre, il était président du CPAS et moi j'avais une bonne opinion de lui. C'était un président de CPAS actif, créatif. Voilà. Alors après, il a été victime probablement, ou même certainement, d'un estompement des normes. Mais disons que moi j'ai connu Yvan Mayer il y a presque 20 ans, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il était effectivement Donc ça vous un déçoit? président de CPAS efficace. Ça vous déçoit, ce qui s'est passé? Ça me déçoit et ça m'attriste. Ça m'attriste pour lui, mais ça m'attriste aussi pour les dégâts que ça cause de nouveau à l'image de la classe politique dans notre pays. Mais quand on fait le parallèle avec de Decker, enfin d'un côté, de Decker, Milquet, Publifine, toutes les affaires politiques et l'affaire SAMU social, vous trouvez que c'est la même chose? C'est du même degré? C'est pas nécessairement la même chose. Je pense que tout ça est potentiellement grave pour ceux qui ne sont pas encore inculpés comme de Decker. S'il n'est pas inculpé, ben, il est blanchi. S'il est inculpé, ben, il devra donc répondre de ses actes devant une juridiction. On n'en est pas encore là.
Il est évident que Armand de Decker n'a pas détourné de fonds publics. Il n'a pas volé d'argent destiné à des œuvres caritatives. Ce qui est, je pense, spécialement délicat dans le cas de M. Mayer, c'est que, et de Mme Perreita, c'était de l'argent destiné à financer des actions au profit des plus pauvres des plus pauvres, les SDF. Et donc ça, c'est évidemment pour l'opinion publique, et pas seulement pour l'opinion publique, pour chacun d'entre nous, particulièrement choquant, je pense. Alors, vous travaillez souvent au Congo, hein, vous avez des activités Oui. au Congo maintenant, notamment environnementales et autres. On parle souvent de corruption au Congo. Est-ce qu'on parle aussi de la Belgique, de ce qui se passe en Belgique là-bas? Je pense que les Congolais doivent rigoler quand on leur fait la leçon sur le plan de la corruption. Alors moi, je ne couvre ou je n'approuve pas du tout la corruption, qu'elle soit dans le monde. Ceci dit, je pense qu'au Congo notamment, une partie de la corruption est due au comportement d'entreprises du nord de la planète, ou du Moyen-Orient, ou de la Chine, ou ailleurs. Ouais. Et donc, je pense que nous devons lutter avec détermination contre la corruption active dans le chef d'entreprises qui sont européennes ou belges qui sont actives au Congo. Ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'il faut pardonner la corruption passive non plus. Mais je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à la corruption active au Congo si on veut un jour pouvoir s'en prendre aussi de façon crédible à la corruption passive. Alors on revient à Bruxelles. Pourquoi il y a autant d'ASBL à la ville de Bruxelles, vous qui avez été bourgmestre? Pourquoi vous aviez déjà tant d'ASBL à l'époque? Pourquoi il y en a eu encore plus ces dernières années? Alors pourquoi tant d'ASBL? Il y avait des raisons opérationnelles valables dans certains cas. Par exemple, si vous prenez l'ASBL du Parc des Expositions, de la Foire internationale de Bruxelles, il est évident que ce n'était pas un département de la ville à gérer ces vastes infrastructures. Il y a par contre une multiplication d'ASBL à des fins culturelles et sociales. Parfois, ça n'était sans doute pas justifié. De montant, il y en avait moins qu'aujourd'hui. On en a créé depuis. Et donc, effectivement, plus vous créez des ASBL, moins il y a de contrôle direct des conseils communaux et plus il y a un risque de dérive. Alors, toutes les ASBL ne sont pas vouées à la dérive, toutes les ASBL ne sont pas mauvaises, toutes les ASBL ne sont pas inutiles. Mais donc, il est clair que plus on éloigne l'activité du contrôle immédiat du conseil communal, plus vous avez un risque de dérive. C'est ce qui s'est passé dans le cas du SAMU social. Donc, le SAMU social, en outre, qui était monocouleur. Donc au conseil d'administration du SAMU social, à ma connaissance, en tout cas le MR n'y était pas. Et je pense que les autres partis, en dehors du PS, n'y étaient pas non plus. Mais donc l'idée, c'est de rapatrier toutes ces ASBL. Alors je pense qu'on ne sait pas rapatrier tout, parce qu'il y a des ASBL qui se justifient pleinement. Par exemple, je parle de l'ASBL du Parc des Expositions ou de la Foire internationale de Bruxelles. Mais je pense qu'il y a une série d'activités qui devraient être redomicilié au sein de l'administration même. Alors je ne vais pas vous en donner l'inventaire, il y a trop longtemps que j'ai quitté la ville pour vous donner des exemples concrets. Merci François-Xavier de Donéat d'être venu nous expliquer tout ça aujourd'hui. Voilà. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.